Dehoff, je suis chargée d'études à la Fabrique de la Cité et j'ai fait l'année dernière, dans le cadre de mon master, un projet collectif étudiant qui était commandité par l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts et qui portait sur cette thématique de recomposer le territoire pour s'adapter aux risques que je vais vous présenter. Donc déjà, pour remettre un peu dans le contexte, la fiche de mission du projet qui s'est étendue sur un an portait initialement sur la notion de désurbanisation ou de retrait du bâti pour faire face au risque d'inondation. On a recentré sur le risque d'inondation, que ce soit en littoral, en ruissellement ou en débordement de cours d'eau. Et donc ça portait bien sur cette démarche de prise en compte des risques qui ne se focalisent pas sur la défense face à l'aléa, mais sur la prise en compte des vulnérabilités et donc de leur retrait. Mais dès le début, nous, on a questionné ce mot de désurbanisation qui nous a semblé très restrictif, centré sur la perte, avec l'idée que le territoire qui reste est rendu vide de sens, vide d'usage. Et d'ailleurs, c'était un terme qui cristallisait les tensions dans les différents territoires qu'on a pu visiter. Donc on a décidé de l'écarter et de plutôt parler de recomposition territoriale, étant donné que c'est un mot qui permet de voir cette transformation, cette transition du territoire, mais également de ne pas s'arrêter au moment de la démolition du bâti, ni au relogement des habitants et des activités, mais aussi de prendre en compte ce qui va se passer après, que ce soit de la renaturation ou d'autres transformations des usages du site, qui à ce moment-là est vu comme un plein. Donc c'est un peu un synonyme du terme de redirection qui nous occupe aujourd'hui. L'objectif du travail, ça a été vraiment de renverser la perception des projets qui parfois peuvent être vus comme en fait une sorte d'échec face à la nature. On accepte en fait le risque, l'aléa, on se retire et ça freine l'acceptation des populations à certains moments, cette idée de départ. Donc nous on a voulu mettre en avant plusieurs idées clés qu'on a pu tirer des projets pour voir un petit peu les bonnes pratiques, les pistes d'action à valoriser dans une logique de réplicabilité de ce type de projet. Donc c'est vraiment une analyse croisée de 5 sites qui sont juste indiqués là, qui sont la Bouillie, qui est un quartier à Blois, la région du Piémont en Italie, où il y a eu une politique régionale, donc au cas par cas, habitation par habitation, qui est assez intéressante en termes d'échelle. L'agglomération de Carcassonne, la vallée de la Roya, qui sont 2 terrains sur lesquels en fait il y a eu des catastrophes et pour lesquels la logique est vraiment différente de ceux qui agissent préventivement, comme on a pu le voir. Même si c'est des espaces qui sont habités, le fait que ce soit en prévention, en fait, c'est très différent, c'est reçu très différemment. Donc je vais essayer de vous exposer un petit peu et donc la Normandie, où on a eu la chance d'aller à l'estuaire de l'Orne, donc pas très loin d'ici, et dans la vallée de la Basse-Sanne. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu quelques grandes conclusions qu'on a pu tirer d'une de nos thématiques de travail, qui est celle de la conduite du changement. Donc vraiment se centrer sur la concertation, en tout cas l'appropriation par les habitants et les habitantes. Pour montrer un petit peu d'humilité, il faut quand même rappeler que chaque territoire a son contexte géographique, social, politique, etc. spécifique. Donc même si je vais tirer des grandes lignes d'enseignement, y a quand même à chaque fois un effort d'appropriation qui est nécessaire pour que ce soit efficace. Donc d'où est-ce qu'on part ? On part du constat qu'il y a un double enjeu qu'on a déjà vu sur ces projets-là, qui est pour les habitants le fait que c'est un véritable choc en fait de devoir quitter son domicile, que ce soit de manière préventive ou après une catastrophe. Donc là je vous illustre avec une photo d'une maison de la vallée de la Roya qui a été frappée par la tempête Alex en 2020 très fortement. Donc il y a énormément d'habitations qui ont été démolies par cette tempête. Et suite à cette tempête, il y a eu vraiment des politiques pour ne pas reconstruire à l'identique et prendre en compte le risque. Donc pour les habitants, ça a été très difficile d'accepter qu'on n'allait pas forcément reconstruire à l'identique. Alors il y a vraiment 2 catégories. Il y a vraiment ceux qui sont tellement traumatisés par le choc de la tempête qu'ils partent, c'en est fini pour eux, le territoire n'est plus accueillant suffisamment. Donc il y a d'eux-mêmes ils changent de trajectoire résidentielle. Et puis il y a des habitants pour qui il est nécessaire
de reconstruire à leurs yeux. Et donc voilà, il y a vraiment ce désir-là de vivre comme c'était possible avant. Et c'est aussi un sujet de contestation, y compris dans les territoires où il n'y a pas eu de tempête ou d'aléas de manière générale, mais pour une autre raison, qui est celle de l'incompréhension. Parce que justement, de mémoire d'homme, l'inondation à la bouillie à Blois, ça n'existait pas. Donc voilà, là c'est un autre cadre. Et ça suscite des contestations. Donc face à ces enjeux-là, il y a aussi l'enjeu de la réappropriation du lieu transformé après le projet. Et face à ces enjeux, donc notre étude, elle nous a permis de tirer quelques idées à 3 étapes clés, donc en amont du projet, pendant et puis en aval. En amont, l'idée, ça va être, on l'a déjà dit, de renforcer profondément la culture du risque pour permettre la compréhension du danger que représente l'inondation, faciliter la prise de conscience, et ça passe par 2 choses. D'abord, passer d'une conception un peu technosolutionniste où la digue, ou en tout cas la protection, est maître vraiment de la manière dont on se prépare au risque, changer cette perception-là. Et l'autre point, c'est de rendre sensible et tangible le risque. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a vu à plusieurs endroits avec plusieurs méthodes. Notamment, ça passe par la sensibilisation pédagogique auprès des enfants. Il y a eu plusieurs écoles en fait, qui ont fait remonter l'information auprès des parents à travers l'éducation par les enfants. C'était un bon levier pour aller les informer. Et on a vu aussi d'autres choses qui se basent plutôt sur les simulations de catastrophes. Donc, par exemple, il y a eu à Paris un programme qui s'appelle Tous préparés, tous protégés, donc par la ville de Paris, qui met les habitants en situation réelle de risque. Par exemple, sur les quais, on a pu voir des sauvetages sur la Seine, voir comment est-ce que concrètement ça se passe, voir les bâtards d'eau, voir aussi ressentir physiquement ce que c'est que l'effort d'essayer de sortir de sa voiture s'il y a 1 mètre d'eau devant la porte. Est-ce qu'on s'en sort ou pas? Voilà. Ça, c'est des choses tangibles qui en fait font qu'on n'est pas face à une carte qui n'est pas forcément lisible pour tous et on se rend compte dans le quotidien de ce que c'est que d'être face à l'inondation. Une autre notion, c'est vraiment celle du récit, avec l'usage de l'art pour transmettre à travers l'émotion. Je reboucle avec Quand la mer, qui a mis en œuvre la pièce de théâtre Debout les vaches, la mer monte, qui est aussi une initiative qui passe par un médium de communication qui est particulièrement sensible pour convaincre et embarquer dans le changement. Ensuite, on a, au cours du changement, la nécessité d'avoir un cap. Et c'est là que l'accompagnement social et la communication transparente avec les habitants, on l'a vu, sont essentiels. Je vais revenir sur un exemple que j'ai cité tout à l'heure, qui est celui du quartier de la Bouillie à Blois, qui a été analysé par le doctorant Jérôme Cardinal, qu'on a eu la chance d'interroger, et qui souligne en fait l'importance de cette étape. Le quartier de la Bouillie, c'est un quartier qui a été construit par une population plutôt issue de la classe ouvrière, souvent de leurs propres mains. À la base, c'était des petites cabanes en fait au sud de la Loire, qui en fait sont devenues petit à petit au fil des constructions des maisons. C'était des gens qui, pour qui ces maisons étaient marquées par un sentiment de réussite du parcours résidentiel, notamment de ne pas vivre dans la ZAC du nord de Blois. Mais leur installation s'était faite dans un ancien déversoir, historiquement dédié à l'amortissement des crues de la Loire, et puis en zone très inondable. Et quand on leur a dit, quand l'agglomération a regarder les cartes de risque et a décrété qu'il fallait désurbaniser ce territoire-là. Ça a été un vrai choc et je reviens sur la notion qu'on a évoquée tout à l'heure du temps, parce que c'est un peu une nuance sur cette nécessité et le côté bénéfique du temps long. Parce que dans ce quartier-là, en fait, la ZAD, elle a commencé en 2003, les premières expropriations en 2008, et les démolitions à partir de 2008 se sont échelonnées sur presque 10 ans. En 2017, il y avait 117 maisons qui avaient été démolies. Et en fait, sur ces 10 ans-là, les habitants, ils ont vu leur quartier, maison par maison, être démoli, avec en plus pas de projet particulier au début de ce qui allait se passer à l'issue des démolitions. Donc ça a été quelque chose de très marquant pour eux, avec en plus cet argument historique vous êtes installé dans un déversoir, vous n'avez... Enfin, en tout cas, ça n'est pas logique qu'il y ait eu de l'urbanisation à cet endroit-là. Donc, il y avait presque un sentiment, et c'est Jérôme Cardinal qui le dit, de mésestime, d'invisibilisation, comme si c'était un peu une erreur historique, en fait, finalement.
À la suite de ces contestations-là et de cette étape, il y a eu un accompagnement plus personnalisé du relogement qui a été mis en place et qui a permis de renouer le dialogue avec les populations, et ça souligne donc l'importance de ce suivi. Pour l'autre levier qui est celui de la communication transparente, je vais prendre l'exemple du projet de la Basse-Sanne qui a mis en place une newsletter, et là, même chose, il y a eu adaptation avec dialogue avec les habitants, parce qu'en fait au départ cette newsletter qui devait informer régulièrement les habitants sur l'avancée du projet, elle était très très technique, et les habitants n'arrivaient pas forcément à s'identifier à ce que ça voulait dire telle ou telle étape du projet, et donc il y a eu un retour qui a remonté des habitants vers c'est le Conservatoire du Littoral qui faisait la newsletter, si je me trompe pas. Donc du coup ils ont adapté le ton de cette newsletter là, et donc ça a été mieux reçu par la suite. De la même manière, il y avait à l'Office du tourisme un membre du personnel qui était formé à informer en fait les gens à ce qui se passait régulièrement au projet, donc avec un interlocuteur humain présent pratiquement en permanence, qui permettait en plus d'avoir un dialogue très très facile. Et donc la troisième étape, c'est celle de la fin de la conduite du changement, avec l'atterrissage, où on a besoin de reconstruire un rapport au territoire qui a été modifié et d'amener les gens à le réinvestir. Et donc nous, on a souligné 2 points importants dans notre travail sur cette étape-là, qui prend en compte 2 temporalités différentes. C'est la projection dans l'avenir, tout en tenant compte de la mémoire du site dans le passé. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à tenir en réalité, donc je le dis de manière théorique, mais les projets le font notamment dans le parc agricole naturel urbain de Blois à la Bouillie, donc toujours sur le même site, où en fait il y a à la fois cette projection qui a été faite notamment par des travaux, donc par des paysagistes. Là, c'est l'agence Corem qui a réalisé ces images-là, qui donnent de nouveaux usages, de nouvelles fonctionnalités, donc à la fois agricoles, avec des vergers, avec des petits potagers, avec aussi des cheminements de mobilité douce, piétons, etc. Et toute l'ambition d'avoir un espace de parc approprié, apaisé, mais qui ne fait pas comme s'il n'avait jamais été habité, avec le maintien notamment des arbres, des jardins des gens qui ont vécu là. Donc c'est des arbres ornementaux qui ont été maintenus, ça a été le choix paysager justement pour garder la mémoire du site sur ce territoire-là. Dans la vallée de la Roya, on a observé un petit peu la même chose avec un mur du souvenir. Alors j'ai pas d'image pour illustrer parce qu'il est pas encore construit, mais dans l'idée, c'est prendre des pierres un peu symboliques, maison par maison, notamment des pierres sculptées qui étaient assez emblématiques de la vallée, et de créer en fait ce mur-là qui recompose un petit peu la trace bâtie qui était présente sur le site mais qui ne peut plus exister. Dernier point sur cet atterrissage pour reconstruire un lien au territoire. Ce qu'on a souligné dans notre travail, c'est vraiment l'importance des associations comme Remontons la Roya dans la vallée de la Roya, qui a permis vraiment de reconstruire le lien social après la catastrophe, de manière un peu fédérer les gens autour de cet événement pour essayer de ne pas perdre le sentiment de communauté qui existait et qui a existé au moment de la catastrophe même, avec des rituels un petit peu, notamment ils ont été coupés en fait de toute civilisation pendant un certain temps, les routes étaient complètement détruites, etc. Et dans un des villages, et je me souviens plus si c'est Villegayenc, mais il y a eu un four à pain qui est devenu extrêmement emblématique parce que tous les jours en fait les gens du village, coupés de tout apport de nourriture, allaient se nourrir collectivement, apporter toutes les denrées qu'ils avaient à cet endroit-là. Et donc c'est devenu un peu un symbole de la reconstruction de cette vallée-là et du sentiment de solidarité qui accompagnait le projet. Donc pour conclure, c'est un petit peu une vision de comment est-ce qu'on peut, avec quelques enseignements clés tirés de quelques exemples, essayer de conduire le changement et réaménager un espace exposé en lien avec les habitants. Et c'est ce qu'on appelle une transition habitée, parce qu'en fait, les sites qu'on a étudiés, ils étaient habités avant catastrophe ou redirection, et ils ne le sont plus de la même manière après, mais les habitants sont toujours là, et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils fassent partie du projet. Ça demande d'importants moyens humains, financiers, du temps, de la gestion de projets concertés, ce qu'on a pu voir, des contraintes, ça dépend aussi des contraintes spatiales et temporelles dont on dispose, donc c'est pas forcément facile à instaurer, mais voilà, c'était un petit éclairage. Si notre travail vous intéresse, vous pouvez vous continuer de le consulter. Donc on a plusieurs moyens
de le rendre disponible. Donc il y a le rapport complet qui est écrit, et puis vous avez aussi 4 épisodes de podcast qui ont été réalisés pour aller en accord avec 4 articles de synthèse qui suivent les thématiques de travail qu'on a faites. Donc je vous ai exposé la 3e, conduire le changement territorial, rapidement, et puis vous avez les 3 autres sur la gouvernance, les leviers financiers et d'acquisition du foncier, et la transformation post-projet, à quoi est-ce qu'on aboutit quand on fait un projet de redirection territoriale. Voilà, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute.